Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. On va parler du film d'aujourd'hui en détail. Alors, si tu ne l'as pas encore vu, ben c'est encore le temps de le faire. Go! It's alive! It's alive! It's alive! Kill her, Mommy. Kill her. Did you die in this house, Joseph? Father. The blind always live in the rooms they left unlocked. We all go a little mad sometimes. Listen to them. Children of the night. What music they make. You don't belong in the world. That's what it is. Oh, you're so cool, Brewster. Silent breed is people! You're next! You're next! You're next! Bonsoir tout le monde, bienvenue à la première officielle de Rétro Terreur. Puis là, hey! Excuse-moi, Serge. Non, on n'est pas à TSLP ici. Là. Je sais. Fait que la TSLP, c'est une affaire, mais là, on est à Rétro Terreur. Fait que c'est bien correct, Bruno, si tu parles, parce que là, ce soir, mon invité numéro 1 pour le premier épisode, ben, c'est mon partner de TSLP, Bruno. Salut, Bruno. Yeah. Allô, Serge. Hey, pour la première fois, je ne suis pas stressé en m'en venant à un podcast. C'est tellement chill. C'est le fun, ça. Hein? J'ai hâte, moi, de vivre ça aussi. Ben, en fait, je l'ai vécu, wink wink, déjà. Mais... Je viens de faire un clin d'œil, puis comme Serge y voit, je suis pas capable de faire un clin d'œil sans rouvrir ma bouche. On en apprend toujours. C'est pour ça que ça prend 3 émissions maintenant. Hey Bruno, le cabinet du docteur Caligari, c'est le choix qu'on a fait, puis ça fait longtemps, on avait même parlé dans un épisode de TSLP qu'on ferait ce film-là. En fait, c'est toi qui as choisi ce film-là pour moi. Tu m'as dit qu'il fallait qu'on écoute ce film-là ensemble pour qu'on en parle. Oui. Puis là, maintenant, je sais pourquoi. Ah, ben c'est cool. Ben écoute, pour commencer, justement, donne-moi ta tête de ce que tu as trouvé de ce film-là, qui est un film de 1920. Donc, puis c'est vraiment un film innovateur, avant-gardiste. On peut tout donner les qualificatifs. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, très, très franchement, si j'avais pas regardé le début du documentaire, ils ont passé un documentaire aussi, la Frisson TV, ils ont comme fait un jeu de jouer un après l'autre, dans le fond. Puis si j'avais pas regardé le documentaire, j'aurais absolument rien compris. OK. Parce que c'est vraiment c'est différent, là. C'est pas du cinéma comme aujourd'hui. Puis c'est un méchant clash quand que t'es un gars comme moi qui écoute Scream. Puis qui va, tu sais, là, j'écoute pas juste Scream, mais tu comprends ce que je veux dire? Je suis un gars qui est très attrayé par ça, par Chucky, tu sais. Ouais. Puis que là, tu m'arrives avec, hey, écoute ça, Klaus, c'est un film qui s'est écrit en allemand, puis sous-titré en français en bas, puis sous-titré à la... Tu sais, pas sous-titré à la française ou à la québécoise, sous-titré à la... Je mets les mots dans le... Tu sais, c'était très... Chloé, elle m'a expliqué un peu, là, comment ça fonctionnait, les traductions, puis tout ça, puis... que des fois, les traducteurs, quand c'est des romanciers, c'est là que tu vas voir un peu une symphonie des mots, puis tout ça pour que ça fonctionne. Puis des fois, c'est vraiment traduction, genre très machinale, là, si on veut. Ouais. Puis, ben, c'est ça, tu sais. Puis c'était un peu ça le downside, je te dirais, là, le fait de pas avoir les écritures mis dedans. On dirait que ça enlève beaucoup à la magie du film, mais sinon, on aurait absolument rien compris. Mais j'ai trouvé ça cool. C'était comme une pièce de théâtre. Mais honnêtement, là, ils disent même dans la littérature, même dans les documentaires autour du film, puis ils parlent vraiment, ça ressemble pas mal plus à du théâtre, puis c'est vrai. Regarde, c'est par ça. Regarde, j'ai pris la note, là, puis je l'ai pas loin. T'as vu, là, c'est fait en, je pense que c'est 8 actes. Non, 6 actes. 6, ouais. 6 actes. Fait que c'est vraiment comme une pièce de théâtre. Ouais, mais je pense que si, dans le temps, c'est qu'il fallait que le projectionniste ait changé la bobine. C'est tout ça? Quand ils mettaient des actes comme ça, c'était comme un espèce il y avait d'intermission. Un temps limite, là. Mm-hmm. Ben ça, c'est cool, ça. Ben oui. C'est comme quand on enregistrait sur nos cassettes VHS, puis sur SLP, t'avais 6 heures, sur LP, t'avais 4 heures, puis sur SP, t'avais comme 2 heures. Puis là, ben... Tu sais, comme dans ce temps-là, t'es comme, OK, est-ce que c'est vraiment bon que tu vas le réécouter? Moi, j'avais tout enregistré les Buffy à télé, tu sais, puis comme au VHS, fallait que t'avances, puis tout ça. Imagine, dans le temps, le monde allait au cinéma pour voir, je sais pas comment ils faisaient pour comprendre, par exemple, parce que sérieusement, là, peut-être parce que les temps ont changé, mais hey, j'étais là, j'étais, OK, je vais prendre mon cellulaire à un moment donné, puis là, je regardais comme des affaires sur le film en même temps que je regardais, mais j'ai rien manqué.
Ouais, mais en même temps, le film, il faut vraiment se mettre dans la peau de quelqu'un qui regardait ça à l'époque, en 1920, ou qui a regardé des films de Charlie Chaplin, donc des films muets, parce que... Non, c'est ça. Si tu comprends, c'est une histoire qui nous est contée de façon visuelle. Les mots sont là, mais le visuel peut super bien fonctionner. Mais si tu as une intention, tu as une histoire, parce que là, je sais pas laquelle version tu as vu, parce qu'il y a une version qui commence, parce que moi, je n'ai vu 2 versions. J'ai vu une version qui commence tout de suite avec les gens qui se promènent, puis tu as une version qui avec le personnage principal, Francis, qui parle à quelqu'un d'autre sur un banc de parc. Je sais pas si c'est qu'est-ce que tu as vu pour commencer. Pourquoi je me souviens plus? J'ai vu la version qui diffuse sur Frisson. Je vais aller voir tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir te le dire. Ouais, parce que moi, j'en ai je vais aller vu voir 2. sur mon câble. Je sais que j'ai vu une différence entre ce qu'ils montraient dans le documentaire puis la version qui a été diffusée. OK. Puis je vais t'avouer que si j'avais vu la version qui montrait dans le documentaire qui était vraiment restaurée, là, c'était sharp, là, vraiment, là, tu voyais comme les moindres détails. Je pense que ça aurait descendu ce que j'aurais aimé. Fait que Frisson TV ont vraiment pris la bonne décision de faire jouer une version VHS grainée, là. OK, ouais. Je sais pas si... Ouais. mais ça rendait... ça faisait que c'était une expérience, tu sais. Fait que je pense pas que de le restaurer, ça aurait été comme une... en tout cas, c'est pas quelque chose qui a dû jouer en la faveur du film, là. Peut-être, mais je vais regarder là, c'est quoi la version. Je l'ai pris en Blu-ray, puis c'est vrai, j'en reviens pas comment ils sont capables de faire des versions incroyables, là. L'image est tellement belle. C'est fou, là. Pour un film aussi vieux que ça, un film de plus de 100 ans, Bruno. Oui! Il y a 102 ans aujourd'hui. Là, au début, il y a l'intro avec toutes les affaires comme la feuille qui défile, là, qui crinquait, puis il est assis sur le banc de parc. OK. Ça, c'est la version que je vois là en ce moment. Parce que moi, il y a des versions sur YouTube. Donc, chers auditeurs, là, si jamais vous voulez regarder le film, c'est pas compliqué, là. Vous pouvez le trouver sur YouTube, un petit peu retravaillé. Donc, puis il y a une version, moi, je suis tombé, j'ai vu, ça commençait, tu sais, les personnages se promènent genre dans, je vais dire, la rue, là. C'est pas tellement bizarre un peu la façon que les décors sont faits. C'est creepy, par exemple. La femme là qui marche avec sa robe blanche, c'est quoi son problème à elle? Tous les personnages. Tu sais, tu regardes le gars qui... Tu sais, bon, probablement le docteur Caligari, moi, quand tu le vois de proche, j'ai l'impression... oui, je sais. Tu sais de quoi je veux dire? ouais, il ferait faire des cauchemars, là. Tu sais, c'est l'image, là, comme la vieille dans Angst. Ouais, il te resterait marqué comme ça, là. Exact. Puis moi, je vais te faire un comparable. Quand j'ai regardé ce film-là, puis la musique aussi, puis tu sais, il y a de la musique, c'était un peu... par moments, c'est... Comme le film qui monte dans Evil Dead. Tu sais, le vieux, là, à un moment donné, tu sais, il descend en bas, puis il y a des films qui passent là, sur l'écran, là. Ben, ça avait l'air de ce type de film-là. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, puis qu'on avait super écran, j'avais vu dans le TV Hebdo, avec ça, moi, là, quand j'étais jeune, c'était... Quand on recevait le journal, là, c'était le samedi, tu me sors le hors et spectacle, tu me sors le TV Hebdo, puis il y a personne qui était... Puis là, je surlignais les affaires, puis tout. Puis à super écran, il y avait le film Le Fantôme de l'Opéra qui montrait qu'il était pour jouer, puis j'étais comme enregistre-moi ça, puis ma mère était comme c'est pas le film que tu penses, là. Puis j'étais comme ouais, c'est ça, blablabla, Fantôme de l'Opéra. Puis c'était un vieux film de ces années-là. En noir et blanc, j'avais tellement rien compris, mais par orgueil, je l'avais regardé. Puis depuis ce temps-là, quand je vois des films comme ça me fait peur. Parce que ça me met comme... Tu comprends-tu? Oui. C'est un drôle... Ça te met dans un drôle de mood. Oui. Puis moi, j'ai retrouvé ça... Je sais pas si ça dit quelque chose, mais moi, les épisodes... les émissions jeunesse, quand j'étais jeune, l'avant passe-partout, là, c'était... Grugeot et Délicat, Larry Bouldin. Bobino. Ouais, mais surtout ceux-là, Fanfreluche, c'est parce que les personnages étaient épeurants. C'était pour les enfants, mais c'était épeurant. Tu sais, un peu comme, comment il s'appelle notre... c'est-tu Carl, celui qui est hypnotisé, là? César. Carl. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé. Mais j'ai vu tellement de Carl dans les mots allemands parce que j'ai écouté des documentaires, j'ai vu des affaires, là. Excuse, hey, je vais l'éteindre. Je viens de le voir, le Caligari, puis il ferme avec le rond là, sur sa face, puis de même, là. Mais vraiment sa face. Mais quand j'étais jeune, puis
des personnages de Grugeot et Délicat, Larry Boulding, puis surtout Fanfreluche, là. Y en a un là-dedans que c'était lui qui chose Chucky qui le faisait, voyons. Oui, Jean-Louis Miette dans Larry Boulding, oui, faisait paillasson. C'est ça, OK. Après un gros travail, un bon repas. Hey, imagine, esti. Mais il était épeurant, tu sais, les gros maquillages foncés autour des yeux, les personnages qui regardent de façon sévère. Tu sais, t'es jeune, moi, ça me faisait peur, je te jure, là, j'avais peur de faire... Même Passe-Partout, à la limite, des fois, les vieux Passe-Partout, là, ça peut te remettre dans ton... dans le temps où tu étais innocent puis que tu comprenais pas tout ce que tu voyais. Fait que dans le temps où tu étais jeune puis que le film de Caligari aurait pu venir affecter ton imaginaire assez pour te faire des cauchemars, tu sais. Ben, tu comprends-tu ce que... Oui. Puis César, là, quand il s'ouvre les yeux, là, puis avec son maquillage foncé puis qu'il ouvre les yeux bien grands, je peux croire que le monde dans les cinémas ont dû paniquer en 1920 parce que eux autres, ils n'avaient pas vu des tonnes de films, là. Parce qu'il était laid, ben il était... arrangé, laid, mais clairement, tu vois que c'est un bel homme. Oui, c'est un bel homme à la base. Mais aussi, c'est que, tu sais, 1920, là, on a parlé hors enregistrement tantôt, considéré par les critiques et les historiens, premier film d'horreur. Premier film d'horreur. C'est comme la base de tout ce qu'on fait. Exact. Donc ça, c'est important de partir avec ce film-là. D'autres historiens disent aussi que c'est le premier film classique, culte. Ah oui? En général. Oui, il y a beaucoup qui ont nommé ce film-là aussi comme un premier film. Parce qu'il y a du monde qui ont accroché en culte comme à vouloir tout le regarder comme un peu Rocky Horror Picture Show, là. Puis qui a influencé aussi beaucoup de films qui sont venus par la suite, beaucoup d'influences. Il parlait aussi de l'influence sur Nosferatu, sur, en tout cas, certains réalisateurs allemands qui ont comme repris, là, ils appellent ça aussi, tu sais, l'expressionnisme allemand, là. Tu sais, toutes les espèces de trucs croches. Mais c'est cool, c'est même aussi la fille, à un moment donné, quand elle arrive, la fameuse scène qu'un a puis l'autre a pas, là, quand elle arrive en avant des arbres morts, là, puis tous les dessins que les arbres font sur son sa grosse robe blanche, là, ça fait très creepy. Je trouve que ça fait quasiment Night of the Living Dead, là. Tu sais, là, quand l'autre arrive. Aussi. Oui, ça fait comme si... Oui, c'était creepy. Oui. Mais tu sais, tu regardes ça, puis bon, la musique de piano et tout ça, ça me rappelait un peu aussi, tu donnais des comparables tantôt, mais Friday the 13th Part 4, Final Chapter, tu sais, il regarde un film justement d'un peu tout nu, mais des années probablement 20. Oui! Oui, ben c'était pas ça que je donnais comme exemple, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, c'est la même époque, puis... La même affaire. Sauf que c'est pas le même contenu, bien sûr, là. Non. Donc, c'est ça, au niveau des thèmes, ben, en tout cas, je sais qu'il sortait de la Première Guerre mondiale. Hein, donc, Première Guerre mondiale, 14-18. Fait que les Allemands, supposément, qui ont beaucoup consommé, si je peux dire ça, là, beaucoup consommé de cinéma. Puis ils disaient que dans ces années-là, il y avait comme 4000 cinémas disponibles en Allemagne. Mon Dieu! En 1920? Oui. 1920, il y avait tant de films que ça? 4000 cinémas disponibles dans toute l'Allemagne. Il disait qu'il y avait 1 million d'Allemands par jour qui allaient au cinéma. Juste à dire comme quoi qu'il y a eu un boom là, du cinéma. Les femmes, y avaient-tu le droit d'y aller? Oui, les femmes pouvaient y aller. Puis, oui. Il y avait au moins ça. Oui, exact. Puis il disait que ce qui sortait beaucoup du thème du film, puis on le voit un peu, on va en parler là, de l'histoire, mais que Dr. Caligari était vu un peu comme un dirigeant très autoritaire du pays. Mais tu sais, c'était un peu oui, ben c'est ça, entre autres, là, c'était avant Hitler, mais c'était un peu une vision aussi. C'est comme un peu qu'est-ce que Wes Craven a fait avec Scream 3. Oui, exact. Mais ça annonçait, sans qu'il veuille, il annonçait aussi l'arrivée d'Hitler plus tard, qui est encore pire, là, tu sais, le contrôle des gens, un peu comme Caligari qui contrôle César. Ouais, puis c'était difficile de comprendre, par exemple, comme c'est qui le fin, c'est qui le méchant, c'est qui est comme, tu sais, c'est pas comme trop, c'est quoi, c'est une tranche de vie, est-ce que c'est correct, qu'est-ce qui arrive, est-ce que c'est pas correct, comme, il est somnambule ou il l'est pas. Mais tu le comprends à la fin, écoute, c'est encore là, c'est une première, c'est le premier film probablement avec une twist. Oui, c'est ça, avec une twist, ouais. Hey boy, and it is a twist and a half, là. Oh oui, ben oui. La catin, ça tu parles? Ben pas juste la catin, c'est que tu réalises que
Francis, finalement, c'est dans sa tête, il est fou. Francis. Mais Francis, c'est le gars qui raconte l'histoire au début. Tu sais, quand ça commence, là, sur le banc de parc. OK, là, je pensais que tu parlais de César. Excuse-moi. Ouais. Fait que là, c'est ça. Donc, les personnages, t'as le docteur Caligari. Là, je vais nommer les noms, mais c'est en allemand. Fait que c'est sûr, je vais les scraper, là. C'est à mon tour, là. Fait que t'as Werner Krauss qui fait le docteur Caligari. T'as Conrad Velt qui fait César. Lil Dagover qui est Jane, la fille principale avec les cheveux noirs. La seule. La seule, d'ailleurs, oui. T'as Alan qui est joué par Hans Heydrich von Twardowski. Hey, c'est quelque chose. Sinon, t'as le Dr. Olsen, qui est joué par Rudolf Lettinger, etc. Les autres sont moins importants. Là, je te dis Francis. C'est pas Francis, c'est... Il y a le personnage de Franz, qui est joué par Friedrich Fehr. Je pense que c'est... Parce qu'en allemand, il l'appelle Franz, mais en français, il l'appelle Francis. C'est pour ça que je l'appelle Francis. Okay. Fait que c'est notre personnage, puis t'as Alan. Alan, c'est lui qui se fait tuer. Ouais, moi, je pense que t'as écrit... Attends. Là, j'essaie de me rappeler quand il se fait tuer, là. Oui. Ben, écoute, ça commence parce que t'as Caligari qui arrive dans ce village-là, dans cette municipalité-là, ce comté-là. Puis quand il arrive, ben... Comté. Oui. C'est parce qu'au départ, ceux qui n'ont pas vu la scène sur le banc de parc, c'est important parce que c'est... Francis ou Franz qui raconte l'histoire à un autre gars, puis l'autre gars, il a de l'air à le regarder en disant qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Ouais. C'est là que la fille, elle arrive avec sa robe blanche. Puis après ça, on enchaîne à justement. Elle arrive, ben elle fait juste comme. Mais là, tu comprends à la fin qu'ils sont dans un asile psychiatrique. J'avais pas compris ça! Ben oui! C'est pour ça que c'est important. OK, mais là, ça fait du sens. Oui, c'est parce que lui, il est en train de conter l'histoire. Ah, il y a un gars qui s'appelle Dr. Caligari, puis il hypnotisait du monde pour les faire tuer pendant leur sommeil. Puis ça l'enchaîne après ça à l'histoire. C'est comme si on le voit, l'histoire qu'il raconte. Mais à la fin, tu te rends compte que il y a rien. Il y a comme un double twist même, parce que tu dis, shit, le Dr. Caligari, il hypnotise César pour l'envoyer faire tuer du monde. Mais tu t'aperçois que finalement, à la fin, Dr. Caligari, c'est le directeur d'un hôpital psychiatrique. Et fait que c'est pour ça qu'il est le méchant techniquement pour lui, parce que c'est un patient. Et voilà, exactement. OK. Puis quand tu vois pas la scène de l'histoire au départ, puis ça part juste dans la ville, à la fin, tu te dis, what the fuck, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Fait que ça a plus de sens de le voir au début, ça. J'avoue que c'est stupide, paraît, c'est peut-être pour ça qu'ils ont corrigé puis qu'ils ont mis la scène... En tout cas, il y avait un budget, juste pour te dire avant de commencer vraiment, puis on va parler des détails puis les scènes peut-être que tu as préférées, là, mais budget 18 000 à l'époque. Ce qui équivaut, j'ai fait la conversion en 2022, ce qui vaudrait maintenant un budget de 266 553. C'est pas bien plus d'argent, là? Ben... Pour faire un film, en tout cas, là? Non, c'est un Halloween. L'original Halloween, c'est comme 300 quelques mille. Ah, c'est vrai, hein? Fait que, tu sais, tu vois à peu près en proportion. C'est juste que tu regardes pour l'époque. Quand même, c'est sûr que c'est les décors, probablement, qui ont été les plus ouais, la forêt peinturée, là. Ouais. Mais aussi, en arrière, c'est cool. C'est cool, hein? Oui, ben c'est comme... Oui, c'est ça. Ça a l'air d'être filmé vraiment sur une scène. Oui. Puis, ça avait vraiment... En tout cas, je trouvais ça cool. Ça avait l'air d'une pièce de théâtre sur VHS, ça. En tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Justement, le directeur de la photographie, Ameister, Willy Ameister, je suis pas pire avec mon... On le connaît bien. Oui, ouais, voilà. Il est très gentil. Puis le réalisateur, là, je l'appelais un autre nom au départ, c'est Robert Vine. Robert Vine? Parce que au départ, je l'appelais Winnie. Vendeur. Je l'appelais Winnie au débie. Parce que c'est W-I-E-I. Ben, il doit pas être encore vivant. Tu dois pas insulter quelqu'un de vivant, là, en ce moment? Non, mais j'insultais les Winers, par exemple. Ah. Robert Vine. Et les scénaristes Karl Mayer et Hans Janowicz. Puis pourquoi j'ai nommé ces deux-là, c'est que c'est eux autres qui ont fait le scénario, ils l'ont présenté, ça a été accepté à un moment donné. Puis Hans Janowicz, il était un soldat dans la Première Guerre mondiale. OK. Puis Karl Mayer, lui, il n'est pas allé parce qu'il s'est fait passer pour quelqu'un qui avait un handicap. Ça l'a amené à être vraiment, comment je pourrais dire ça, étudié peut-être par des psychologues
Puis ça l'a fucké là, un peu. Puis il s'est retrouvé vraiment avec... Quand ils se sont rencontrés puis ont écrit le scénario pour le film, ça nous a donné ce qu'on voit là. C'est pour ça que c'est vraiment assez éclaté. C'est un peu... Ça te joue dans la tête, ce scénario-là. Parce qu'il a été étudié par des... Pour pas aller à la guerre, tu veux dire? Ouais, ben là, ils ont dit, OK, tu dis que... Parce que lui, il a feint la folie. Fait que là, comme il a feint la folie pour ne pas aller être un soldat dans la guerre, Première Guerre mondiale, ben là, il a rencontré des psychologues allemands qui l'ont rencontré pour étudier vraiment s'il était vraiment fou. Là. À l'époque, il disait fou. Là. C'est là qu'il a vu comme tout le côté un peu brainwashé des... parce que, tu sais, eux autres, ils voulaient qu'ils aillent à la guerre, là, qu'ils défendent la patrie. Puis là, il voyait comme quoi les gens étaient vraiment brainwashés. C'est pour ça qu'il faisait des parallèles avec César qui se fait comme hypnotiser. Puis César, lui, représente un peu le soldat qui se faisait envoyer à la guerre sans poser de questions puis qui venait de la chair à canon. Ah, moi, là, ça me terrifie, là. Ouais. Comme de penser à ça, là, de penser que si, à un moment donné, ça déclenche puis qu'on se fait obliger d'y aller, hey... Ouais, c'est quand on passe à ces choses-là, tu te dis ça n'a pas de sens, mais en tout cas, les deux, leur expérience leur a amené à être très critiques envers le pouvoir politique, envers l'armée, puis ils ont décidé de dire, OK, ben, dans ce cadre-là, écrivons quelque chose qui va décrire un peu de façon semi-cachée ce que nous, on pense de l'État, puis de l'armée, aussi des commandants de l'armée. Et parce que dans le fond, là, voilà comme ça, Caligari, c'est un peu le chef de l'armée, puis César, il représente les soldats qui se font brainwasher pour aller tuer du monde. My God! Fait que c'est un peu ça, c'est leur expérience. Oui, je sais, c'est vraiment, c'est dark. C'est très, très dark. Mais bref, pour faire l'histoire vite fait, Caligari, il arrive dans ce comté-là, on va appeler ça comme ça. Il demande un permis. T'as-tu vu quand il est allé faire sa demande de permis au gars qui travaille pour la ville? Mais c'est un permis pourquoi? C'est pour faire son show, genre? Oui, pour pouvoir s'installer à la fête foraine puis avoir le droit de faire son spectacle là, d'hypnotiseur et de somnambuliste. Là. Fait que là, lui, il a demandé à la... C'est comme quelqu'un qui travaille à la ville, tu sais, comme quelqu'un qui travaillerait à la ville de Gatineau puis qui donnerait des permis, là. Mais la secrétaire. Ouais, mais c'est ça, je pense qu'il l'appelle le secrétaire municipal. Ah oui, pour vrai? Ah, OK. Ouais, il l'appelle comme s'il ne demande pas à la bonne personne, la madame, ça je fasse, moi. Ouais, mais le gars, là, il était jacké dans les airs encore là. Tu sais comment que c'était? Tu sais, encore là, il regardait de haut, puis il réprimandait, puis... Caligari? Ouais. Le secrétaire de ville, là, il était jacké sur une autre chaise. Puis là, quand il est allé pour demander pour son permis, puis là, il disait, je sais pas trop ce qu'il disait exactement. Ah oui, celui qui ressemble à Willard, là. C'est ça? T'as-tu trouvé, toi aussi, moi aussi? Oui! Il y en a un que j'ai trouvé, il ressemblait à Willard, ouais. Vraiment, mais comme plus carré. Ouais, mais je me demande si c'est soit Alan ou Francis qui ressemble à Willard. Je te dirais, là, il ressemble à... Non, c'est pas Francis. C'est Alan. Je pense que c'est lui qui se fait tuer à... C'est lui qui ressemble à Willard. Ouais, il ressemble comme à Slappy un peu. Crispin Glover. Oui, avec les cheveux, là. Oui, exact. Mais en tout cas... Willard. Comment tu dis ça? Willard. Ouais. Puis Alan, ben lui, c'est parce qu'à un moment donné, il arrive à la fête foraine, puis là, ils font il fait la démonstration qu'il est capable de le réveiller. Ça fait 23 ans, je pense qu'il dort jour et nuit. Ah oui, il a dormi. Il a 23 ans et il dort depuis ce temps-là. Ouais. Mais il peut marcher, il peut manger, en tout cas. On a vu comment il fait manger, mais je veux dire, pareil. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est très... c'est ces autres. Les gens étaient là. Tu sais, c'est un phénomène de foire, là. C'est par les gars des vues, hein. Ouais, aussi, disons comme les gars de cette vue-là. Ouais. Là, il y en avait une dans la salle dans ce temps-là. Ouais, elle fait pas de sens. Hey, là, ça smartass. Ça, tu l'entendais pas, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est muet. Ben, le monde dans la salle. T'as juste chialé, la lip sync comme... Elle a une pancarte dans les mains, là. Ouais. Pour dire ce qu'il est en train de dire. Ça ne fait pas de sens. Mais tout ça pour te dire, c'est ça, parce que là, Alan, c'est lui qui regarde sur la scène puis il se fait prédire que tu vas mourir avant l'aube, je pense. Oui. Parce que c'est César qui se réveille puis qui fait cette prédiction-là. Prédiction qui a été reprise par Mia dans Evil Dead en 2013. Tu vois les influences que ça a eu Caligari, Bruno? Mm-hmm.
Ouais. Mais finalement, tout ça pour te dire que Alan, ben, il se fait tuer parce que, bon, probablement, c'est Caligari qui a envoyé César le tuer pendant la nuit. Après ça, il tue... qui d'autre qui tue? Il y a César, pas César Alan, qui a été tué par César. Puis je pense que c'est une... Ben, c'est la... Non, il a tué pas la femme. Non, il meurt pas la fille. Non, il passe proche, mais il a tué pas. Ben, il passe proche. Bon, on présume. Ouais. Mais non, elle meurt pas. Elle meurt pas. Non, c'est le secrétaire. Fait qu'il tue le secrétaire de la ville. Ça, c'est le premier qui se fait tuer. T'es sûr que c'est pas Caligari qui le tue, lui? Moi, j'ai l'impression que c'est Caligari qui a envoyé César le tuer. Parce qu'il avait ri de lui, parce qu'il avait... Il l'avait vraiment ridiculisé, fait qu'il l'a envoyé tuer. Fait qu'il a envoyé à tuer le secrétaire de ville. Alan est mort aussi pour faire respecter la prédiction. Fait que ça, c'est ceux-là. Par la suite, il a attaqué la fille. Elle n'est pas morte. Puis là, ça commence à être un peu... Là, il y a l'enquêteur. Puis l'enquêteur, c'est Francis, c'est ça. C'est lui qui enquête. Ben, le monsieur qui parle au début, right? Oui, c'est lui. Franz ou Francis, là, ouais, c'est ça. Puis là, ils vont... Celui qui est interné, finalement. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. C'est drôle que ce soit lui qui soit comme le détective. Ben, dans le fond, ça fait du sens, là. Ben oui. Ça fait du sens qu'il trouve une façon de logique, genre de... Ben oui, c'est son histoire en même temps. Il se met le héros de son histoire. Ça serait un film A24 aujourd'hui. Oui, ou Shutter Island. Shutter Island. Tu as vu ça avec Leonardo DiCaprio? Non, j'ai pas vu ce film-là. C'est... moi, là, quand j'ai regardé Caligari, j'ai dit « Ah, bah, il y a un peu de ça là-dedans. » Ah, ouais, hein? Dans le sens, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? C'est-tu dans sa tête, c'est pas dans sa tête? C'est pour ça que je te dis que Caligari a dû tellement influencer tous les films qui ont des twists ou des... C'est whodunit. C'est-tu vrai, c'est pas vrai? Moi, je suis sûr qu'il a influencé tous ces réalisateurs-là. Ben, c'est le premier, c'est sûr. Là. Ouais, moi, je suis sûr que ça... Beaucoup de gens ont vu ça puis ont dit, hey, tu sais, les fameux twists à la M. Night Shyamalan, tout ce qu'on voit, là, ben, moi, je pense qu'on a été inspirés de ce film-là. Mais bref, c'est ça, finalement, ben, je pense que là, comment qu'il a fait, pas Alan, mais Francis, pour faire le lien que c'était peut-être Caligari, le tueur? Parce que là, ils ont attrapé quelqu'un, là. Ouais, ils attrapent une mauvaise personne, mais je sais qu'à un moment donné, ils s'en vont checker pour le somnambule. S'il est vraiment dans son cercueil. Parce que moi, j'appelle ça un cercueil, là. Je vois pas comment d'autres s'appellent ça. Puis quand il l'ouvre, c'est comme une poupée super raide. Oui, c'est ça. qui a pas l'air pas tout d'être lui. Non, je sais. Mais ça m'a... Une poupée gonflable. Oh! Ouais, c'est ça. Mais au départ, quand je l'ai vu de loin, j'ai dit, OK, il est là. Là, après ça, je le vois sortir. OK, j'ai dit pas ça pantoute. Super raide, là. C'est parce qu'eux autres, je pense qu'en voyant ça, ils se disent, OK, c'est César qui est parti aller tuer du monde par Dr. Caligari. Parce que je pense que Francis, il a influencé à l'hôpital psychiatrique. C'est ça parce qu'il a suivi Caligari. Il est rentré à l'hôpital psychiatrique. Wow, OK. C'est vraiment... Ben, j'ai vraiment pas compris ça. Ça, je t'ai dit, je pense que la traduction puis tout, là, ça... Puis, hey, écoute, au début même, là, que j'avais pas compris que les sous-titres changeaient quand ça écrivait, là. Je pensais toujours que c'était comme une image, une ligne. Fait que là, après ça, j'allais voir les lettres, mais non, ça switchait en bas. Je suis comme, fuck, là, j'ai manqué plein d'affaires. Oh oui, parce que la pancarte était longue. C'est un peu moment, difficile à suivre. Comme, honnêtement, c'est ça, je te dis, c'est que je peux pas comprendre l'histoire. Moi, c'est ça que je trouve difficile avec ce type de cinéma-là. Mais c'est parce que je pense que j'ai pas... attentif. Tu penses-tu que c'est pas... Parce que toi, tu as vu avec les sous-titres anglais ou français? Je pense que c'est anglais, je pense. Tu checkeras voir si celui qui ont joué sur Frisson TV, si les sous-titres ils sont comme... Tu vas voir, il y a quelque chose. C'est un peu weird. J'ai eu beaucoup de difficultés à suivre. Très honnêtement. Comme moi, je voyais ça comme vraiment un spectacle visuel. Là. Mais l'histoire, tu sais, j'ai figuré qu'à un moment donné, c'est ça, c'est que Dr. Caligari, il fait un show avec le somnambule qui fait absolument aucun sens, qui dit qu'il va le faire lever, puis dans le fond, c'est tata parce qu'il pourrait juste dire au monde
comme il dort, puis c'est quelqu'un qui est debout puis qui est venu avec lui en marchant. Tu sais, c'est comme... Oh oui. Ça fait comme plus ou moins de sens. Mais tu sais, c'est pour le cinéma de ce temps-là, tu sais. Oh oui. Puis là, ben après ça, ça commence à tomber comme des feuilles. Il soupçonne un monsieur qui... Puis là, je sais pas entre les branches comment ça s'est passé, qu'ils ont fini par catcher que c'était le somnambule qui allait tuer. Ouais. Sous les instructions de Caligari quand ils sont arrivés pour le... parce que quand ils l'ont interviewé, il nourrissait, là, justement, là, avec comme l'espèce de petite pompe l'entonnoir. Là. Ouais. Puis il y a quelque chose qui s'est comme menti... qui a comme genre dit là, qui a fait que sonner une puce à l'oreille là, ou quelque chose de même. Là. Oui. Mais je pense que Francis, il y avait un doute sur Caligari, moi, je pense déjà là. Parce que Caligari s'est sauvé. Tu sais, quand ils ont découvert le César qui n'était pas César. Quand il se sauve. Mais c'est sauvé. Ouais, puis tu sais comment il marche aussi. Là. Oui, c'est ça qui me fait. Ça m'a fait penser à. Il monte la côte 2 fois de suite, là, la même côte. Là. Ouais. Oui, il fait le zigzag pour ça allait l'air plus long. Là, la misère à marche, en tout cas, Caligari. Mais quand il suit, c'est parce que Caligari, il rentre dans une portière, puis on s'aperçoit que c'est l'asile ou l'hôpital psychiatrique. Il suit, puis là, lui, dans sa tête, il sait pas, là, puis à un moment donné, il s'aperçoit que c'est le directeur de l'asile psychiatrique. Fait que le premier twist, il dit, shit, Caligari, c'est le directeur de l'hôpital psychiatrique. Puis là, il parle avec des genres de psychologues, ou je sais pas, là, des travailleurs de l'hôpital. Puis là, il est en train de leur dire, il dit, le chef, là, votre chef, ben, c'est un tueur. Il expliquait comment il avait manipulé César. Les autres, ils croient pas au départ. Puis là, ils vont fouiller. C'est là qu'ils fouillent dans son bureau. Puis ils trouvent un genre de livre, un genre de diary, là, un genre de carnet. Là, ouais, le livre médical, là, quand ils écrivent leurs pensées, les médecins. Exact. Ouais. C'est là qu'arrive avec il découvre que il s'est inspiré d'un personnage qui s'appelait aussi le docteur Caligari, des années, je pense, 1800, puis qui faisait la même affaire. Fait que là, lui, il dit, OK, ça veut dire que le docteur Caligari, c'est ça, ils ont raconté l'histoire dans le livre. Là, il dit, lui, il s'est fait passer pour lui, il a hypnotisé l'autre, il l'a envoyé tuer des gens. Fait que là, les gens, quand de l'hôpital, ils regardent le texte, c'est là qu'ils ont dit, c'est vrai que ce qu'il est en train de dire, on va aller le retrouver, le docteur Caligari. Ils le retrouvent, ils vont le confronter, ils le mettent dans une camisole de force. Et il l'amène dans une cellule. Mais ça, cette section-là, ça finit là. Puis là, après ça, tu revois Francis qui parle avec le monsieur. Puis tu vois Jane aussi qui se promène comme toute perdue. Puis là, ben, tu le revois qui est en train de parler, mais tu t'aperçois qu'il est dans... C'est un patient de la... Ben, est-ce que ce serait possible, dans le fond, que quand c'est bleu... Sais-tu quoi? Je pense que je viens de comprendre que quand c'est bleu... c'est dans l'imaginaire, puis quand c'est jaune, c'est dans la réalité. Ça se peut-tu? Peut-être, mais en même temps, moi, j'ai vu que quand c'était jaune, c'était la partie aussi quand Caligari, c'est quand il présente les affaires, ben, c'est en jaune. Fait que, puis quand il est là, puis il fait la présentation, c'est pas dans... Non, c'est ça, c'est pas dans le... Ça serait pas dans la réalité, là. Il est vraiment dans sa tête. Fait que c'est que là, ça peut vouloir dire quelque chose, mais... je pense pas que c'est vraiment le décalage entre réalité puis son monde imaginaire, en tout cas dans sa tête. Là. Mais bref, c'est ça le punch, c'est que lui, finalement, l'histoire qu'il raconte, on pense que c'est lui qui a vécu ça, mais finalement, c'est une histoire qui fabule, parce que Caligari, vraiment, le vrai monsieur, le directeur, ben, il est vraiment directeur de l'hôpital psychiatrique, puis c'est lui qui est le malade, puis tu vois l'autre monsieur, tu vois même... est-ce qu'Alan est là? En tout cas, puis tu vois Jane qui est là aussi. Fait que là, lui... Puis là, quand le docteur Caligari, il sort, et là, il dit, c'est lui Caligari, puis il veut sauter dessus. Oui. Il veut sauter, il va attaquer Caligari. Je pensais... je savais pas c'est quoi que tu t'attendais qu'il fallait que je fasse. Là. J'étais comme, oui. Non, mais tu te souviens de ça? Oui, je l'ai là, en avant de moi, c'est pas mal. Fait que... C'est ça. Fait que là, ils mettent la ceinture de vous l'avez... De quoi tu appelais ça? Une camisole de force. Camisole de force. Mm-hmm. Puis il l'amène dans la même cellule. Mais c'est drôle, ses cheveux sont noirs à la fin. Ah, non, OK. OK, je viens de voir le... Caligari, c'est... Ouais. C'est comme un peu... Ah! Excuse, la madame, elle me fait freaker un peu à la fin. Qui? À la fin, là.
Jane? Tu sais, ouais, c'est la seule femme avec sa couronne. Quand elle s'en revire, là, ben, elle a juste les 2 petites lèvres noires, là. Ouais. Ah, ça me creep the fuck out, ça, là. Ouais, parce que c'est des personnages qui sont partis, là, sont plus là, puis avec le noir et blanc ou le jaune et le jaune et Moi, blanc, c'est là. plus ça qui me fait peur que l'histoire. Oui. Pas la mode de ce temps-là, mais leur apparence de ce temps-là, le stage, comment c'était fait, le background, puis tout ça. Le fait qu'il n'y avait pas autant d'accessibilité que nous autres, là, je trouve ça un peu épeurant. Je trouve ça comme... Ouais, mais c'était l'imaginaire, puis c'était vraiment, tu sais, j'y trouve très, très, très fort par rapport à... Ben, c'est innovateur, c'est sûr, là, mais ouais, c'est... Mais écoute, juste pour dire, à la fin, c'est Caligari, en tout cas, je sais pas ils ont dit son vrai nom de directeur de l'hôpital psychiatrique, mais finalement, lui, ce gars-là, il réalise, quand il entend l'autre qui crie Caligari, il dit « Ah, il pense que je suis Caligari, maintenant je pourrais le soigner. » Parce qu'il savait pas, lui, c'était quoi sa maladie, il savait pas c'était quoi l'affaire, fait que là, il dit « Ben, je veux savoir par comment commencer pour le traiter, ce gars-là. » C'est un peu facile, là. Oui, un peu facile, mais encore là, on se repositionne en 1920. Même encore, c'est les twists, pis tout ça, quand tu t'attends pas. Je vais savoir comment le traiter. Ça fait très, comment. C'est dans Psycho 2, je pense. C'est dans le livre de ça que c'était tellement comme facile. Ah non, c'est peut-être pas ça. Mais c'est pas le film qu'on a fait, puis que c'était comme. Diagnostic, c'est peu facile, là. T'es comme, OK. Ouais. En tout cas. Ça finit comme ça, mais en général, c'est ça. Tu lui donnerais combien, mettons, en pourcentage, là, vraiment sur 100? Sur 100? Oui, pourcentage. Mon Dieu, c'est dur à dire. Si tu regardes... vu que c'est le premier... C'est quoi, je pense que je vais lui donner un 60%. Tu sais, c'est pas quelque chose que je vais trouver... tu sais, c'est pas... Je trouve pas que c'est divertissant. Je trouve, tu sais, c'est pas un film que tu vas regarder genre puis triper puis ouais avec des bières en chum puis non, mais, vraiment pas. En faisant un casse-tête l'après-midi sur sur mute avec un petit vinyle de Kelly Clarkson, mettons là. Ça se prend bien. Fais un petit casse-tête là. En autant que tu vois pas trop Caligari en close-up. Là, ben non, mais c'est ça, il faut que tu lèves ta tête à ce moment-là pour faire. Tu sais, là, parce que c'est des images c'est des images qui font peur. Tu sais, c'est juste ça. C'est très. Je sais pas si c'est la nostalgie, mais une nostalgie grise, là, tu sais. Ouais. Mais peut-être. Mais moi, je te dirais, j'ai donné un 85. Mais pour la raison est vraiment le côté historique. Mm-hmm. L'histoire qui, somme toute, est quand même intéressante parce que tu dis, quand même, c'est comme 2-3 histoires là-dedans, là, quand tu comprends, exactement. Ouais. Mais tu sais, après, quelqu'un qui l'écoute 2 fois, c'est sûr que tu vas catcher les nuances. Donc, pour ça, je trouve ça super intéressant. Les acteurs qui font la job aussi, tu sais, moi, je considère que celui qui fait César, Dr. Caligari, pour moi, je trouve qu'ils sont quand même... César, il était épeurant. Quand même bien, mais César est très épeurant. Puis c'est l'histoire qui... Je pense que c'est l'image la plus marquante du film. Oui. Puis qui il fait Edward Scissorhands un peu, je trouve. Oui, t'as raison. Même toutes les Tim Burton. Mais c'est ça. Écoute, pour moi, la note est très symbolique parce que entre toi et moi, ça a lancé tout, vu que c'est le premier film d'horreur, puis avec l'histoire, avec la façon que c'est fait aussi. Tu sais, je trouvais que c'était quand même imaginatif. Moi, ça vaut cette note-là. Là, je vais te demander, est-ce que ce film-là, on loue, on achète ou on passe? On achète. Oui? Ouais. Je pense que c'est un... Tu sais, c'est un film que... Tu sais, moi, je trouvais que c'était important que je le voie. Je trouvais que ça va être important que moi, je le fasse voir à mon neveu qui tripe sur l'horreur, qui va comme se lancer là. Tu sais, là, pour qu'on revienne tout le temps. Tu sais, faut pas qu'on l'oublie de où est-ce qu'on est parti. Fait que oui, tu l'achètes. OK, cool. Moi, je me dis, si quelqu'un est à l'écoute et qu'il l'a jamais vu, moi, je dis, tu le loues. Ou, évidemment, si on prend l'option YouTube, c'est gratos, là, mais mettons qu'il n'est pas disponible, loue-le, fais-toi une idée, dis tu l'as vu au moins une fois dans ta vie. Moi, je trouve que c'est important, comme toi, là, de l'avoir vu, parce que ça a toute partie, là, ce film-là. Puis, moi, dans mon cas,
Tu sais, c'est de l'acheter pour l'avoir parce que c'est tellement important. C'est comme ceux qui vont acheter Nosferatu ou qui vont acheter d'autres films comme ça parce que c'est comme les piliers d'un genre. Ben oui, c'est vraiment le début. Là, les jump scares, ils n'étaient même pas inventés dans ce temps-là. Il n'y avait pas de tropes fuck out. Là. C'était on y va au pif. C'est le premier qu'on fait, là, tu sais. Exactement. Fait que pour moi, ça vaut beaucoup. Mais comme je te dis, pour ceux qui nous écoutent, moi, je dirais, prenez l'occasion de le regarder, une première écoute, peut-être une deuxième écoute, tout en vous disant que c'est un film, oui, en noir et blanc ou en jaune et blanc. C'est un film bleu muet. Et blanc, bleu et noir. Ouais. Toutes sortes de combos de pastel. Allemand sous-titré. Oui, sous-titré. Et en même temps, ben, avec la musique aussi, qui des fois, tu sais, si t'aimes pas ce genre de musique-là, piano. Ben, c'est la grosse job de. Finalement, on le vend, genre, c'est fucking plate, mais regardez-le parce que c'est le premier. Non, mais j'aime mieux prévenir les gens, tu sais, de dire, OK, c'est. Parce que tu t'en vas pas avec ce film-là en disant. Tu sais, hey, la grosse action, la grosse affaire. Non. Ben, moi, j'avais aucune idée, là. Un spectacle, là. C'est ça, j'avais aucune idée, moi, quand je suis arrivé là, j'ai fait, OK, c'est un film de même, là. OK, c'est pour ça qu'il veut que je la regarde, je comprends, là. Tu sais, c'était pas une joke que tu me faisais, c'était pas un, tu sais. Fait non, c'était pas, pour moi, en tout cas, c'était pas divertissant, mais c'était. Instructif. C'est ça. C'est comme à l'école. Mais écoute, puis Bruno, ça tombe bien que le premier que tu l'aies pas vu nécessairement puis que tu l'aies vu pour le Rétro-Terreur, parce que c'est beaucoup le fondement du balado, c'est de dire, ben, j'aimerais ça que la plupart des invités aient vu le film proposé ou en tout cas qu'on a décidé de couvrir, donc qu'ils l'aient vu pour la première fois. Ouais, donc je comprends. Tu comprends, avoir une impression. Ouais, c'est différent. Maudite gang de chanceux qui n'ont jamais vu Scream. Là, on a fait le cabinet du Dr. Caligari, mais si vous n'avez pas vu des films, certains films de Hitchcock, des films des années 50, 60, 70, je vais couvrir beaucoup des années 70, mais ça va être un bon moment d'aller regarder ça, puis vous familiariser avec quelque chose peut-être pour la première fois. Puis moi, je suis tombé sur des films là, en faisant un TSLP que j'avais jamais vu, puis je me suis dit, waouh, quel beau prétexte pour découvrir ces films-là. Hey, hein? C'est le même principe là, que je veux pour Rétro-Terreur, si vous voulez découvrir ces films-là. Mais dans ce cas-là, je vous dis, c'est un 85%, mais avec une consigne. C'est avec des mises en garde. Avec une consigne. Ouais. Tu sais, allez pas là en pensant que c'est la grosse action puis toute l'équipe. Ouais, non, c'est général. Une expérience. Ouais. Ouais, c'est pas grand. Tu sais, je veux dire, puis c'est des ombres, hein. Tu sais, que quelqu'un attaque, on voit. C'est pas violent du tout, là. Non, du tout. C'est plus le côté creepy. Puis si vous êtes une génération similaire à la mienne, ben vous allez sûrement regarder ces personnages-là comme des émissions jeunesse qu'on regardait quand on était jeune, qui avaient la même musique ou même le même instrument de musique qui est aussi le même feel, là. Ouais, mais comment ça s'appelle? C'est, tu sais, le hautbois. Ouais. Tu sais, le son que ça peut faire, là, piccolo, bois, piano, mais tu sais, qui fait très, à un moment donné, mystérieux, creepy un peu. Mais il y avait ça dans les émissions jeunesse, puis moi, ça me ramenait ce même feel-là avec... C'est comme du clavecin, je pense, ça se peut-tu? Entre autres. Ouais, là, OK, ça a absolument l'air de rien, ce que je viens de faire. Mais en tout cas, vous ferez votre propre opinion. Allez voir le cabinet du Dr. Caligari. Allez voir si c'est du clavecin. Si c'est du clavecin, moi, je vous dirais que le clavecin, c'est plus dans The Stepfather. Là. Ça, c'est du clavecin. Là. Ouais. Ça, c'est du clavecin. Des fois, là, je veux la faire au complet, puis je sais jamais si je vais avoir assez de souffle. Ouais, c'est ça. Puis moi, je sais pas si je me rendrai à la fin. Hey, Bruno, merci beaucoup d'avoir brisé la glace. Merci à toi, sérieux. Enfin, on en fait ça un autre? Ben, écoute, éventuellement, oui. Ben oui. On va faire The Thing! Mais de 1956. Oui. Un crossover! Hey, on fera un crossover, Bruno. Oui! Hey, merci beaucoup. Puis, chers auditeurs, ben écoutez, maintenant, courez, allez louer, allez regarder sur YouTube si ça vous tente le cabinet du Dr. Caligari. Puis, Bruno, ben, je t'inviterai une autre fois à venir faire un tour dans Rétro-Terreur. Faites un book! Un instant, Bruno.
On n'est pas à Terreur sur le pod ici. Puis en plus, je n'ai pas terminé. Je t'avais dit que je te présenterais à l'occasion des comparables entre le roman et le film. Mais là, pour le cabinet du Dr Caligari, il n'y en a pas de roman. Alors, j'ai remplacé ça par un segment que tu vas entendre à l'occasion qui va s'appeler « Juste avant l'aube ». Mais c'est quoi Juste avant l'aube? C'est un segment dans lequel tu entendras des légendes ou des histoires un peu tordues racontées par le pas encore connu Papa Frousse, qui va te parler de choses un peu étranges, bizarres. Alors, je te laisse là-dessus, mais moi, je t'invite par la suite à revenir une prochaine fois te balader à Rétro Terreur. Bye bye. Salut ma peureuse, salut mon peureux. Ben, si tu l'as pas, je t'aime pareil. Enchanté de te connaître, mon nom est Papa Frousse. Dre là, je m'en vais te conter la légende du Docteur Lamort, appelé aussi Dr Death. Le Docteur Lamort, de son vrai nom Christopher Dunch, ou dans mon livre à moi le maudit bâtard, c'est un médecin neurochirurgien par-dessus le marché qui avait étudié au Tennessee, mais qui est déménagé au Texas pour aller travailler. Plus précisément à Dallas. Ce maudit dérangé-là était, selon des documents de la cour, soupçonné d'être sous l'influence de la cocaïne, tout en opérant au cours de sa 4e année de résidence. Dunch a commencé à opérer au Texas en 2010, puis 3 ans plus tard, son permis de conduire a été révoqué, on ne sait pas trop pourquoi. Puis ensuite, il a été accusé et condamné pour mutilation de 4 patients et le meurtre sur 2 autres. Mais là, écoute bien ça. En décembre 2011, il aurait envoyé un courriel à un collègue disant « Je suis prêt à quitter l'amour, la gentillesse, la bonté et la patience que je mélange à toute autre chose que je suis et à devenir un tueur de sang-froid. » Moi. Puis en 2017, il est reconnu coupable du crime de mutilation d'une patiente au cours d'une opération chirurgicale de fusion lombaire. Là, écoute bien ce qu'il a fait. Il a fixé une vis dans la cavité vertébrale de sa patiente, placé des implants dans le muscle au lieu de l'os, puis complètement sectionné une racine nerveuse spinale. Et là maintenant, âgée de 79 ans, elle peut plus rester debout que 10 minutes de suite, puis elle passe la plupart de ses journées en fauteuil roulant. Ben oui. Puis ensuite, en 2018, il y a un podcast qui a été créé qui s'appelle Dr Death, qui a découlé par la suite à une mini-série, aussi appelée Dr Death. Et pour y incarner Christopher Dunch, on a choisi Joshua Jackson. En tout cas, la morale de l'histoire, mange des pommes puis fais attention à ta santé. On sait jamais dans quelle main on va tomber. Ben là, il n'y a pas juste ça, là, mais le soleil va se lever, fait qu'il faut que je m'en aille. Fait que je te dis salut, puis surtout à bientôt, mes peureux. It's alive! It's alive! It's alive! Kill her, Mommy. Kill her. Did you die in this house, Joseph? Father. The blind always live in the rooms they left unlit. We all go a little mad sometimes. Listen to them. Children of the night. What music they make. You don't belong in the world. That's what it is. Oh, you're so cool, Brewster. Silent breed is people!